Je vais obliger mon voisin de prendre la parole parce que ça me permet de le présenter, ce que j'ai oublié. Donc, Paulou Weildebuck est chercheur en éthique et en philosophie morale à l'espace éthique. Il nous a fait l'honneur de participer à cette table ronde. Donc, je te donne la parole. Bonsoir, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas expert de cette question-là. J'avais regardé quelques vidéos, notamment de Catherine Tourette-Turgis, pour vraiment comprendre un peu la genèse de l'Université des patients en France. Ce que j'en ai retenu notamment comme idée, c'est l'idée qu'il fallait faire quelque chose de l'expérience de la maladie, notamment dans les années SIDA. Donc cette phrase « on va mourir, à quoi ça peut servir ?» ou « on va survivre, à quoi ça peut servir qu'on survive, mais dans les conditions dans lesquelles on survit et après les combats qu'on a menés ». Donc cette idée qu'il faut passer, transmettre ce qu'on a appris dans l'adversité, dans l'expérience, et cette idée aussi que on n'apprend pas seulement par la théorie, on apprend par l'expérience et dans la difficulté. Voilà. C'est à peu près ce que j'en ai retenu, et de là et de ce que aussi vient de dire Françoise, j'aimerais poser quelques questions, disons, d'éthique à partir de... et aussi à partir de ce qu'a dit Sébastien au début, c'est-à-dire de l'idée que on est passé on serait passé peut-être d'une asymétrie entre le médecin et le patient vers, disons, la réduction de cette asymétrie et peut-être cette figure, l'émergence de cette figure du patient expert témoignerait de cette nouvelle égalité peut-être entre ces deux figures. Alors, ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est que cette figure, elle peut créer de nouvelles dissymétries. Et j'en relèverai trois. Enfin, elle peut peut-être renverser une domination, peut-être entre médecin et patient, mais elle peut aussi en créer de nouvelles. Alors, par exemple, entre malade et non malade, c'est la première dissymétrie que je vois. On voit, enfin, un enjeu éthique qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas, à travers cette figure du patient expert, une façon de donner une valeur sociale à l'expérience de la maladie, comme si, je le dis de façon polémique, hein, je vais nuancer ensuite, comme si la personne n'avait pas de valeur propre en tant que personne malade. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, à travers cette figure du patient expert, une façon d'utiliser la maladie, de lui donner une valeur sociale. Et c'est aussi la question de la rémunération, notamment, qu'a évoqué. Mais même sans parler de rémunération, est-ce que ce statut n'est pas le signe que, finalement, la valeur propre de la personne ne suffit pas à lui donner suffisamment de valeur aux yeux de la société? Alors, on peut dire, pour nuancer tout de suite, que c'est précisément pour avoir une meilleure connaissance de la maladie et donc une meilleure reconnaissance de la maladie que cette figure du patient expert existe. Donc voilà. Un autre problème, et je pose simplement des questions et après on pourra en discuter tous ensemble, c'est peut-être le paradoxe de toute forme d'expertise, mais en particulier celle-ci, de l'expertise du patient. Est-ce que finalement l'expertise ne contribue pas à couper la communication entre les experts, que seraient donc les malades experts, et les non-experts, que seraient les non-malades? D'autant que on dit souvent que l'expérience ne se communique pas. Ça, c'était une idée déjà peut-être d'Aristote, c'est-à-dire que on apprend par l'expérience, mais on ne peut pas finalement transmettre ce qu'on a appris par l'expérience. Il faut faire l'expérience pour connaître. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans cette expertise quelque chose de l'ordre de l'incommunicabilité, quelque chose qu'on ne pourrait pas précisément transmettre? Ensuite, une autre asymétrie pourrait être celle entre expert malade et malade non expert. Alors là, c'est l'enjeu peut-être d'une nouvelle concurrence
qui serait faite entre, pardonnez-moi le caractère polémique aussi, les bons malades et les mauvais malades. Et si cette différence-là ne pouvait pas avoir un impact sur les aides sociales, par exemple, pour les non-experts. Est-ce que ce ne serait pas là une façon de faire pression sur les malades pour que, alors je reviens à l'idée de valeur sociale, de rémunération, pour qu'ils deviennent experts et pour qu'ils convertissent leur expérience de la maladie en quelque chose d'utile pour la société. C'est aussi la question, c'est donc le rapport entre expert malade, je parle peut-être un peu longtemps, et malade notre expert, du formatage de l'expérience de la maladie. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi à ce que le malade expert se sente autorisé à dire ce qu'est la maladie aux personnes qui sont malades et qui ne sont pas considérées comme expertes. Et Françoise Maillard a dit, par exemple, on dépasse l'émotion pour atteindre un savoir, disons, théorique. Est-ce qu'il n'y a pas là, quand on dépasse l'émotion, quand on prétend dépasser l'émotion, le risque de rejeter l'expérience de la maladie lorsqu'elle est exprimée sous la forme de l'émotion? Peut-être que dans l'émotion, il y a aussi quelque chose à apprendre. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, il y a une autre ligne de fracture qui pourrait être entre les experts, et ça Françoise en a parlé, entre les experts qui pourraient ne pas du tout être d'accord sur l'expérience de la maladie. Certaines associations, par exemple dans le champ de la psychiatrie, disent que la schizophrénie n'est pas une maladie. D'autres disent que la schizophrénie est une maladie. Donc il y a des conflits, bien sûr, dans les expériences de la maladie. Il y a une pluralité des expériences de la maladie. Comment faire en sorte que cette diversité ne soit pas conflictuelle, et est-ce qu'il n'y a pas trop de conflictualité pour qu'il y ait vraiment une expertise